Chapitre 5e. Si Mr. Newell lut dans les journaux l'annonce du mariage de sa fille, cette annonce ne le fit pas sortir de sa retraite. Garnett, après avoir fait la tournée des banques américaines de Paris, ne se trouva pas plus avancé, et ce fut le hasard d'une conversation avec un jeune secrétaire d'ambassade qui le mit sur la trace de Mr. Newell. Le père du jeune diplomate avait, paraît-il, connu les Newell quelque 20 ans auparavant. Il avait eu des relations d'affaires avec Mr. Newell, qui possédait à cette époque-là une certaine fortune dans l'industrie. Mrs. Newell recevait beaucoup et se montrait dans d'élégantes voitures à Washington et dans les villes d'eau à la mode. Puis son mari avait des revers, il était finalement venu en Europe où on l'avait perdu de vue. Le jeune homme ne savait pas à quel moment précis de son déclin financier il s'était séparé de sa femme et de sa fille, mais je parie bien ce que vous voudrez, conclut philosophiquement le secrétaire, que la dame ne l'a quitté que lorsqu'il n'y a plus rien à lui à gratter. Il ne savait pas l'adresse de Mr. Newell, mais pensa qu'il serait possible de l'arracher à un certain employé du consulat, si Garnett pouvait motiver sa demande. Et c'est ainsi que l'émissaire de Mr. Newell apprit enfin que son mari habitait une rue obscure du quartier du Luxembourg. Garnett, afin d'être au plus près de son champ d'action, alla déjeuner à son restaurant favori, décidé à se rendre de bonne heure dans l'après-midi chez Mr. Newell. Le maître d'hôtel l'invita à s'asseoir à une table voisine de celle du philosophe d'outre-mer. Celui-ci était dans son coin habituel, la tête appuyée contre la glace verdâtre et le corps allongé d'une façon qui rappelait les attitudes moins conventionnelles de son pays natal. Il salua Garnett avec bonhomie et tous deux se mirent à échanger leurs vues coutumières sur la vie. Au moment où le philosophe se leva pour partir, il vint à l'idée de Garnett de l'accompagner. Son ami accepta la proposition, lui faisant seulement observer qu'il allait au jardin du Luxembourg, où il avait l'habitude de nourrir les moineaux avec les restes de son petit pain. Et Garnett lui répondit qu'il avait précisément une course à faire du même côté. « Peut-être pourriez-vous, ajouta-t-il, me dire où se trouve la rue des Canettes où je dois aller tout à l'heure. Je croyais connaître assez bien ce quartier, mais je n'ai jamais entendu parler de cette rue. » Son compagnon s'arrêta brusquement, troublant ainsi la circulation, et fixa son œil atone sur Garnett tout en retournant le cigare qu'il tenait au coin de sa lèvre. « On ne passe pas souvent dans la rue des Canettes, mais je puis vous expliquer comment la trouver, » répondit-il. Il ne fit pourtant aucun mouvement et continua à dévisager le jeune homme, puis il ajouta brusquement « Vous serait-il égal de me dire dans quel but vous cherchez cette rue ?» Garnett le regarda étonné. Une question aussi indiscrètement personnelle était tout à fait en dehors de l'attitude détachée de son ami. Avant qu'il pût répondre toutefois, l'autre avait continué tranquillement. « Seriez-vous par hasard à la recherche de Samuel C. Newell ?»« Mais oui, précisément, » dit Garnett, dont un soupçon traversa l'esprit. Son compagnon poussa un soupir. « Je m'en doutais, » dit-il d'un air résigné. « Et dans ce cas, ajouta-t-il, il est aussi simple de nous expliquer au Luxembourg. » Garnett s'était arrêté devant lui avec un étonnement croissant. « Mais vous n'allez pas me dire, » commença-t-il. Le petit homme fit un signe d'assentiment. « Je suis Samuel C. Newell, » dit-il sèchement. « Et si cela vous est égal, je préfère ne pas manquer à mon rendez-vous. Nous sommes déjà en retard de 5 minutes. » Il hâta le pas sans attendre la réponse de Garnett, qui le suivit en silence jusqu'au Luxembourg, où Mr. Newell, s'étant assis sur un banc dans une des allées les moins fréquentées, tira de sa poche le reste d'un petit pain. Son arrivée était évidemment prévue, car une avalanche de petits volatiles s'abattit sur lui, et le gravier fut agité de battements d'ailes et de bec pendant que le philosophe distribuait ses aumônes d'un geste impartial. Ce fut seulement lorsque le sol fut blanc de miettes, et la première voracité de ses pensionnaires apaisée, qu'il se tourna vers Garnett et lui dit « Je suppose, monsieur, que vous venez de la part de ma femme ?» Garnett rougit. Plus le vieillard acceptait sa mission avec simplicité, plus elle lui paraissait compliquée. « De la part de votre femme et de Miss Newell, » dit-il enfin. « Vous avez peut-être appris que votre fille va se marier. »« Mais oui, je lis le Herald assez régulièrement, » dit le père de Miss Newell en distribuant une nouvelle poignée de miettes. « Alors, poursuivit Garnett, vous avez dû trouver naturel qu'étant donné les circonstances, ces dames aient eu le désir de communiquer avec vous ?» Le philosophe semblait absorbé par les moineaux. Ma femme aurait pu m'écrire. Mrs. Newell craignait que vous ne lui répondissiez pas. Lui répondre, pourquoi l'aurais-je fait? Je suppose qu'elle veut seulement m'annoncer le mariage. Elle sait que je n'ai pas de quoi acheter des présents, dit Mr. Newell avec simplicité. Garnett rougit de nouveau.
Vis-à-vis d'une telle franchise, il se sentait gêné par les raisons complexes qui motivaient sa présence. « Je ne suis pas sûr que vous compreniez, dit-il. Mrs. Newell et votre fille m'ont demandé de vous voir parce qu'elles tiennent beaucoup à ce que vous assistiez au mariage. » À ces mots, M. Newell cessa de s'occuper des oiseaux et jeta sur Garnett un regard de compassion. « Cher monsieur, je ne connais pas votre nom, mais vous serait-il égal de me dire depuis combien de temps vous connaissez Mrs. Newell ?» Et sans attendre la réponse, il ajouta philosophiquement « Si vous attendez assez longtemps, elle pourrait bien vous charger de très vilaine besogne. » Cet écho de ses propres pensées donna à Garnett un sentiment de gêne, mais il trouva moyen de répondre avec bonne humeur. « Si c'est à ma présence ici que vous faites allusion, je vous dirai que je suis heureux de faire la moindre chose qui puisse être agréable à Miss Hermione. » Mr. Newell fouilla sa poche comme pour y chercher un autre morceau de pain, puis il dit « À son point de vue, je ne serai pas le personnage le plus important de la cérémonie. » Garnett sourit. « Ce n'est pas une raison suffisante, commença-t-il, mais il fut arrêté par le ton bref avec lequel son compagnon répondit « Je ne sache pas que j'ai à vous donner mes raisons. »« Certainement pas, » répliqua le jeune homme, « à moins que vous ne veuillez m'accepter comme l'envoyeux de votre femme et de votre fille. »« Oh, j'accepte vos lettres de crédit, » dit l'autre avec un sourire. « Ce que je ne reconnais pas, c'est le droit qu'elle s'arroge de m'envoyer un message. » Ceci fit taire Garnett, et après un instant de silence, Mr. Newell regarda sa montre. « Je regrette de couper court à notre conversation, mais mes journées sont très réglées, et voici l'heure de ma sieste. » Tout en parlant, il se leva et tendit la main à Garnett avec une nuance d'ironie dans ses petits yeux clairs. « Alors, vous me donnez mon congé, » reprit Garnett, « et c'est un refus que je dois rapporter. »« Mon cher monsieur, ces dames se sont tirées d'affaire sans moi pendant bon nombre d'années. J'imagine qu'elles se passeront de mon concours pour ce mariage. Eh bien, vous vous trompez. Si ce n'était pour cette raison, je n'aurais pas accepté cette mission. » M. Newell s'arrêta au moment où il s'éloignait. « Pour quelle raison ?» demanda-t-il. « Le fait que le mariage ne peut avoir lieu sans vous. » M. Newell siffla doucement. « Il leur faut mon consentement, n'est-ce pas ? Eh bien, est-ce un brave garçon ?»« Le fiancé ?» répondit Garnett, surpris. « J'en entends dire le plus grand bien, et Miss Newell est très éprise de lui. » Le père eut un étrange sourire. « Eh bien alors je donne mon consentement, et c'est tout ce que j'ai à donner, » ajouta-t-il avec sang-froid. Garnett hésita. « Mais si vous consentez, si vous approuvez, pourquoi repoussez-vous la requête de votre fille ?» Mr. Newell le regarda un instant. « Demandez à Mrs. Newell, » dit-il, et comme Garnett ne répondait pas, il se retourna en faisant mine de prendre congé. Mais le jeune homme le rejoignit aussitôt. « Je n'ai pas à vous demander vos raisons, monsieur, mais je vous dirai celle de ma présence ici. Miss Newell ne peut pas se marier si vous n'êtes pas présent à la cérémonie. Les parents du jeune homme savent que la jeune fille a un père en vie, et ils ne donnent leur consentement qu'à la condition qu'il paraisse au mariage. »« Au diable, les vieilles familles françaises !» dit Mr. Newell avec une énergie soudaine. « Elle ferait mieux d'épouser un Américain. » Il fit un mouvement plus décidé pour s'affranchir de la présence de Garnett. Mais sa résistance ne fit que fortifier le jeune homme dans sa résolution. Plus sa tâche se compliquait, moins il se résignait à un échec. Pendant les 3 jours qu'il avait consacrés à rechercher Mr. Newell, il avait appris que les parents du fiancé, ayant donné leur consentement un peu à contre-cœur, étaient tentés de le retirer sous prétexte que le père ne paraîtrait pas au mariage. Mrs. Newell, énervée au dernier point, avait confié à Garnett que les Morningfield étaient bien capables de la trahir. Et le jeune homme voyait déjà de l'un et l'autre côté de la Manche la parenté puissante du fiancé s'unissant dans la résolution commune d'exclure la pauvre Hermione de leur rang. L'inégalité même de la lutte redoubla l'énergie de Garnett, et il résolut que, dans ce cas-là au moins, les fautes des parents ne retomberaient pas sur les enfants. Dans ses conversations avec le jeune secrétaire, il avait obtenu sur le passé du baron Schenkelsdorf quelques renseignements qui avaient fortifié cette résolution. Le baron avait joué un rôle douteux dans une coterie très en vue de Londres. Il avait été mêlé à une affaire de prêt qui s'était terminée par un suicide et qui l'avait fait exclure de la société la plus accessible à sa race. Son alliance avec Mrs. Newell était de part et d'autre un effort désespéré pour se réhabiliter, effort qui se changerait en lien durable parce qu'il représentait pour les 2 partenaires la dernière chance de sauvetage. Le fait que le mariage d'Hermione était un simple atout dans leur jeu ne modifiait en rien l'opinion de Garnett quant à l'urgence de ce mariage. Si de leur côté c'était une sordide spéculation,
Du côté d'Hermione, au moins, c'était un premier amour avec toute sa fraîcheur. Si en mariant ainsi la jeune fille, ils ne songeaient qu'à leur propre intérêt, ce mariage la mettrait à l'abri de telles spéculations, et achever cette œuvre devenait pour Garnet une nécessité. Le sentiment que s'il perdait de vue Mr. Newell, celui-ci ne serait pas facile à retrouver, encouragea Garnet à ne pas laisser reprendre le terrain conquis. Et comme son vieil ami s'éloignait, il le suivit quelque part en s'écriant « Ainsi, vous connaissiez votre fille ?»